souvenez, quand nous étions enfants, les 3 questions que nous posaient les adultes à chaque réunion de famille. Alors, qu'est-ce que tu voudras faire plus tard? Moi je sais pas trop. J'aime bien les licornes. J'aime bien me déguiser. Mannequin pour licorne. Deuxième question. Et est-ce que tu as un amoureux? Un amoureux? Moi j'ai 10 ans, alors moi j'aimerais bien une amoureuse en fait. Troisième question. Comment ça se passe à l'école? Yes. La troisième question, moi, c'était ma préférée. Pourquoi? Parce que quand papy mamie me demandait comment ça se passe à l'école, je pouvais dire fièrement « Je suis première de la classe. J'ai les meilleures notes. » Et du coup, ça m'assurait une certaine tranquillité. Une certaine tranquillité, je ne savais pas trop pourquoi je faisais ça, mais ça les rendait heureux, alors je continuais. Dans ma classe, par contre, c'était pas la même limonade. Il y avait des élèves, on voyait très bien, qui étaient classés un peu en dessous, qui avaient de mauvaises notes. Et je voyais bien qu'à chaque fois qu'on leur rendait leur copie, ils étaient malheureux. Mon frère faisait partie de ces élèves-là. Et tous les soirs, devant les devoirs, ça pleurait. Ça pleurait. Moi, j'ai gardé ça en tête, mais j'ai continué, toujours avec facilité. Donc, des études. Du coup, quand on réussit, on continue longtemps, plusieurs cursus universitaires. Puis comme l'école, ça marche, on passe au concours de recrutement de professeurs des écoles. On devient enseignant. On passe de l'autre côté de la barrière. Et là, dès les premiers jours, je retrouve la différence. Les enfants comme moi, qui réussissent, qui ont d'excellentes notes, puis les enfants comme mon frère, qui ont de mauvaises notes. Et il y avait Max. Max, ce petit élève que j'ai eu à ma première année d'enseignement. Max, c'était un élève qui était fabuleux. Cet élève-là, il était capable d'écouter la leçon avec un bouquin sur les genoux, de répondre aux copains pendant qu'ils se questionnaient tous ensemble, et puis de construire un pont suspendu avec une règle, une gomme et un marshmallow. Pas besoin d'être enseignant pour voir qu'il était très, très, très intelligent. Pourtant, la maîtresse de l'année précédente m'avait dit « Attention, Lynn, tu vas voir, cet enfant ne veut plus écrire. Il ne veut plus toucher un stylo. C'est un gros, gros problème. » C'est vrai. C'était un exercice où il se sentait très, très mal. Donc j'ai eu beau aller vers ce qu'il aimait, faire différemment, mais ça ne fonctionnait pas. Je voyais que ça faisait longtemps que cette activité le mettait dans le mal. Donc j'ai reçu les parents, plusieurs fois. Je les ai reçus et les parents, dans leur tête, c'était non, Lynn. Ton intuition, nous savons que c'est un enfant intelligent, c'est ok, mais non, il doit travailler plus. Nous, on le fait travailler le soir, on le fait travailler le week-end, on le faisons travailler pendant les vacances. Il faut qu'il y arrive. Tu te rends compte, s'il va à l'université et qu'il ne sait pas prendre de notes? À 10 ans, moi, dans ma tête, je me disais, pauvrette, est-ce qu'il va aller à l'université? On n'en sait rien pour l'instant. Donc, je les ai reçus plusieurs fois. Et puis, pour qu'ils m'écoutent, ou qu'ils essayent un peu de changer, je suis allée m'armer des neurosciences et des textes de littérature. Donc, je leur ai porté des résultats sur les études sur le cerveau. Et je leur ai dit, voilà, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous dit que le cerveau d'un enfant en développement, s'il est soumis au stress à répétition, c'est contre-productif, il apprend moins bien. Et à partir de ce constat-là, moi j'avais des preuves scientifiques, avec les parents, on a mis en place des choses différentes. On s'est dit, on bannit toutes les situations où il est mal à l'aise, et on le laissera revenir quand son estime sera renforcée. Et aussi, on met de côté tous les moments de comparaison avec la petite sœur. La petite sœur, elle réussissait vraiment, vraiment bien à l'école. Donc on a fait ça. Il y a eu beaucoup d'autres rendez-vous, évidemment, parce que quand on est parent, c'est pas facile d'entendre de changer, la demande de changer de la part d'un autre adulte. Et puis de toute manière, ce n'est pas facile de changer tout court, surtout quand on a toujours fait comme ça. Et moi, j'allais mettre rapidement le doigt dessus. Mon fils est rentré à l'école. Et oui. Et dès les premiers jours, ça a été « Maman, mais pourquoi tu me fais ça? J'ai pas envie, moi, de faire ça. Les fiches, la maîtresse me demande. » Alors, quand on est enseignant, entendre ça de la part de son enfant, ça nous met dans une situation un peu déstabilisante, on va dire.
Bon, et donc moi aussi, j'ai eu droit à ce fameux rendez-vous, la convocation avec la maîtresse. Et là, la maîtresse, elle me reçoit et elle me dit « Lynn, c'est la catastrophe. Robin ne veut pas écrire. Il ne veut pas produire toutes les fiches que je lui demande. Je pense qu'il va être en échec scolaire. » Ok. Dans ma tête, je rigole un peu, je me dis soit la maîtresse, elle est sous les effets de la colère, soit elle est sous les effets de l'alcool. Bon, ok. Je dis rien, je prends mon fils, je monte dans ma voiture, et puis là, la boule au ventre. Un peu comme maintenant d'ailleurs. La boule au ventre, le stress. Et puis je revois la tête de mon frère en train de pleurer devant ses devoirs. Je revois Max qui regardait les yeux de ses parents voyant qu'ils étaient stressés. Et je revois tous mes camarades du collège à qui on mettait le bureau face à la fenêtre parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait au tableau. Je me suis dit là, non, c'est pas possible. Il ne faut pas que ça se passe comme ça pour mon fils. Et pourtant, j'étais stressée et j'arrivais pas à lâcher. Il n'y a rien à faire. Je suis enseignante, mon fils aussi, il faut que ça se passe bien à l'école. Ouais. Bizarrement, j'arrivais à me concentrer sur le besoin des élèves, à demander aux parents de mettre leurs attentes de côté. J'étais incapable de le faire pour mon fils. Je savais ce qu'il fallait faire. Je savais le faire. Je ne le faisais pas. Waouh! J'ai commencé à me demander ce qui se passait en moi. J'ai commencé à me demander quel sens je donnais à mon métier. Quelle était ma place en tant que parent dans l'éducation de mon enfant. Et là, ça devenait trop compliqué pour moi. Je devenais folle presque. Et je me suis dit, stop, on arrête tout. On arrête tout, il faut changer. Ok, on change tout. Qu'est-ce que je pouvais faire? Eh bien moi, comme d'habitude, je suis allée dans les bouquins. Et là, donc, j'ai lu sur la liberté d'apprendre, j'ai lu sur le unschooling, j'ai lu sur les écoles démocratiques, et j'ai lu et rencontré Thierry Pardo et la piraterie éducative. C'est très intéressant. Très intéressant. Et je me suis dit, Lynn, ça fait 35 ans que tu es à l'école, peut-être qu'il est temps de se déscolariser. Je me suis dit, je vais me mettre en pause avec mes élèves et mon enfant, je vais arrêter de tout contrôler. Ok. Bon, c'est pas facile, mais je l'ai fait. Donc je les ai observés, sans vouloir trop contrôler ce qu'ils faisaient. Et qu'est-ce que j'ai vu? Alors d'abord, j'ai vu des enfants qui en ont absolument rien à faire de ce qu'ils vont faire plus tard comme métier. Ça, c'est sûr. Tout au plus, ils se demandent ce qu'ils vont manger à midi ou avec qui ils vont jouer. Hein. C'est tout. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'on a des enfants qui construisent, qui déconstruisent, ils expérimentent, ils tâtonnent, ils se trompent, ils réessayent, ils se trompent, ils persévèrent, ils vont vers ce qu'ils aiment, ils font des choix, ils se construisent une identité. Et quand on est professionnel de l'éducation et qu'on connaît les programmes par cœur, eh bien ça va bien au-delà de ce qui est attendu en vrai. Alors par contre, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on ne contrôle rien. Ouais. Ce n'est plus notre cadre de travail, ça devient le leur. Et ils prennent tout l'espace. Et nous ne contrôlons rien. On doit travailler davantage. Non, c'est pas vrai. On ne travaille pas davantage, c'est eux qui travaillent. C'est eux qui travaillent. Nous sommes seulement là pour faciliter leur apprentissage. Notre responsabilité d'adulte, c'est de leur faire confiance dans leur choix, de les écouter, d'installer un cadre sécurisant pour que tout se passe, et le reste, ben ça viendra, ça viendra. Si on reprend des nouvelles de mon petit élève Max, moi je pensais qu'il allait devenir architecte. Ben non. Ses parents ont accepté qu'il quitte l'école à 16 ans, et il s'est inscrit dans une école de cirque. Il a fabriqué une paire d'échasses à ressort et il a monté son propre spectacle qu'il a produit dans plusieurs pays du monde. Je pense qu'il est heureux. Voilà. Ses parents lui ont donné cet espace. Il a pu aller vers ce qu'il aimait, suivre sa propre voie. Si on insiste, si on veut toujours tout contrôler, nous fabriquons des adultes qui seront malheureux.
et qui seront incapables de faire leur propre choix. C'est pour ça, je vous le dis, faites-leur confiance. Encouragez-les à aller vers ce qu'ils aiment. Ils sont vraiment les seuls à savoir ce qui les anime. Et tant pis, vraiment, c'est pas grave s'ils n'arrivent pas à identifier l'adverbe dans la proposition subordonnée conjonctive. Merci beaucoup.